L'Ukraine, avec ses 40 millions d'hectares de terres agricoles, de terres formidables, de terres devant lesquelles tous les visiteurs que j'ai reçus depuis 10 ans que je suis en Ukraine sont admiratifs, rêvent de telles terres. L'Ukraine a un potentiel, dans les conditions actuelles du potentiel génétique des variétés, de 240 millions de tonnes. On peut penser que l'objectif de 100 millions de tonnes à moyen terme est tout à fait raisonnable, tout à fait accessible. L'Ukraine a une démographie, comme dans tous les pays de l'ex-URSS, stable ou légèrement déclinante du fait de mouvements vers l'extérieur. Et donc la consommation intérieure ne dépassera pas les 30 millions de tonnes actuelles. Donc il y a un potentiel d'exportation de 70 millions de tonnes pour aujourd'hui un niveau d'exportation de 30 millions de tonnes. Donc il y a un énorme gain de 40 millions de tonnes de grains qui vont être mis sur le marché dans les 10-15 ans qui viennent. C'est une question extrêmement importante. Je suis frappé qu'en France, on se pose la question du réchauffement climatique, indépendamment de tous les autres paramètres qui interviennent. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas le point capital. Les Ukrainiens, bien sûr, regardent le changement climatique, mais ils regardent aussi tous les autres changements des conditions de la production végétale. L'accès aux engrais, l'accès à l'énergie, les biotechnologies, les OGM, la capacité de développer de nouvelles technologies moins économes, moins dépensières en énergie ou moins exigeantes en eau. Et tous ces facteurs sont pris en compte par les entreprises, notamment les grandes entreprises, pour passer. Et je suis absolument frappé par la modernité en Ukraine dans les grandes exploitations agricoles et aux moyennes ou grandes exploitations agricoles bien gérées, par le souci de gérer une diversité technique dans un cadre variable de données. On n'aura pas recours à la moyenne. On se méfie de la moyenne. On se dit la moyenne, les bonnes pratiques, comme on en est aujourd'hui des avocats en France de façon presque aveugle, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est des analyses cas par cas. Donc aujourd'hui, on est déjà passé au strip-till, on est passé au no-till, on est passé au semi-direct, bien entendu, etc., dans presque toutes les cultures, avec un souci de s'adapter aux conditions du climat. Et j'étais dans des champs la semaine dernière, dans la région de Ternopil, qui est une région très intéressante en Ukraine, Ukraine de l'Ouest, à la fois parce qu'elle a des bonnes terres noires et une pluie assez soutenue, des régimes de pluie assez soutenus, des températures tout à fait convenables, pas de pic de haute température. J'ai vu des champs sans azote, parce que cette année, ça a été plus difficile d'acheter de l'azote, pour diverses raisons, formidables. Et les gestionnaires de ces cultures, les agronomes en chef de ces exploitations agricoles, savent replacer le choix qu'ils ont fait par rapport à un ensemble de technologies, un ensemble de conditions. Les conditions de l'année, l'hiver cette année, la température cette année, les perspectives à 15 jours cette année. Et dans ces conditions, voilà ce qu'on fait pour le traitement phytosanitaire. Donc ce n'est pas une prise en charge du climat comme on le fait chez nous, c'est une prise en compte de la diversité des facteurs et de la combinaison de la diversité de ces facteurs. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'aujourd'hui, le commerce du blé de la mer Noire n'est pratiquement pas altéré par ce conflit. L'année dernière, l'Ukraine, sur la campagne qui va s'achever dans quelques semaines maintenant, la campagne de 2014-2015, l'Ukraine va avoir exporté 33-34 millions de tonnes de grains. C'est un peu plus que l'année d'avant. Et a priori, la campagne qui se prépare en ce moment, les récoltes qui vont se faire entre le mois de juillet et le mois d'octobre, sont formidables. C'est une très belle année agricole. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qui me permettrait de dire qu'il y aura moins d'exportation. Alors les raisons sont simples. Les raisons sont liées au fait que la mer d'Azov, qui est cette deuxième diverticule, il y a la mer Méditerranée, les Dardanelles, la mer Noire, puis encore un autre truc qui s'appelle le détroit de Kertch, la mer d'Azov, pardon, et puis ensuite le Rostov-sur-le-Don, la Russie. Et dans cette mer d'Azov, en fait, c'est une mer peu profonde, qui ne permet que le mouvement fluvio-maritime. Le gros de l'activité exportation se fait par des grands navires. Des navires qui ont besoin des grands tirants d'eau. Et les ports à fort tirant d'eau sont tous sur la partie mer Noire, hors Crimée.
Donc aujourd'hui, l'Ukraine est à l'abri. L'essentiel part de Yuzhny, Odessa, Ilitchevsk, un peu les ports du Danube. La perte de la Crimée, réannexée par la Russie il y a quelques mois, c'est moins de 15% du flux maritime total. C'est peut-être moins de 10% des exportations potentielles ukrainiennes. Donc ces 10% ont été reportés sur l'existant mer Noire hors Crimée. Et donc pour le moment, je ne vois pas. La seule chose qui pourrait faire changer fondamentalement les données, c'est une invasion par la Russie d'une partie plus importante. Mais même si la Russie se contentait, comme certains le croient, d'une annexion d'une partie de l'est de l'Ukraine, comprenant le port de Mariupol, pour avoir une liaison directe continentale entre le territoire de la Russie, l'oblast de Rostov et la Crimée, ça ne changerait pas grand-chose, parce que le port de Mariupol a une activité très très limitée en matière de produits agricoles. C'était essentiellement un peu de tournesol depuis Kharkov, mais une bonne partie de la trituration s'est déplacée de cette zone, de Donetsk, s'est déplacée vers le reste de l'Ukraine. Donc je ne vois pas aujourd'hui, à court terme, ce qui pourrait modifier les possibilités pour l'Ukraine de mettre sur le marché 30 millions de tonnes l'année prochaine. Je ne vois pas. Je pense par ailleurs que l'Europe, hélas, fait preuve d'une certaine incompétence au regard de la crise russo-ukrainienne. Ne surmonte pas les divergences d'un pays à l'autre. La France est à l'abri des livraisons de gaz russes, l'Allemagne est beaucoup plus dépendante. Donc on voit bien que les positions allemandes et françaises, même si elles convergent à Minsk II pour un accord de paix, divergent fondamentalement sur les relations avec la Russie.